autour du concept de culture, de migration et des racismes également au pluriel. Alors, ce qu'on vous propose cet après-midi, on peut passer à la diapo suivante, Boucherin. On vous propose donc un menu à trois plats. Dans un premier temps, un petit préambule assez court qui va vous présenter des éléments de contexte, vous dire un peu comment on a bâti, comment on a construit cette présentation-là. Ensuite, vous proposer un angle, une analyse critique du traitement des migrations et de la culture au Québec, mais on pourrait dire aussi ailleurs dans le monde, hein, et terminer sur un aperçu d'une formation qu'on est en train de donner actuellement, Boucherin et moi-même, à l'Ordre des travailleurs sociaux, des thérapeutes conjugaux et familiaux. Et aussi, juste pour vous mettre en appétit, vous proposer quelques outils pédagogiques que Boucherin et moi, on a utilisé, on utilise encore, et on fera une petite conclusion et on vous propose quelques questions pour engager la discussion avec vous cet après-midi. Ça vous va? Alors, au niveau des éléments de contexte et en préambule, ce qu'on tenait à partager avec Bouchra, en fait, c'est que ça fait quand même quelques années que Bouchra et moi, on travaille sur la perspective interculturelle. Cette perspective-là, elle est vraiment ancrée d'abord dans nos pratiques à toutes les deux de travailleuses sociales et d'intervenantes. Elle est aussi ancrée dans nos recherches respectives et dans nos enseignements. On a voulu donc monter la présentation avec l'objectif finalement de rendre compte un peu de la synergie des savoirs entre les univers de la recherche, de la pratique et de l'enseignement slash la formation. Les expériences et les savoirs qu'on va mobiliser dans le cadre de cette présentation, ils ont aussi émergé essentiellement, même je dirais, des milieux avec lesquels on travaille, avec lesquels on a développé des partenariats, une culture de travail avec ces milieux-là. Alors on va les voir tantôt, mais il y a par exemple l'organisme Rencontre interculturelle des familles de l'Estrie, qui est un organisme régional. Il y a aussi l'organisme communautaire, organisme en santé mentale, Myosotis, dans lesquels je suis cet après-midi, là dans les murs, qui est la maison multiethnique mésotique, donc qui offre des soins de santé mentale à des personnes issues de l'immigration de manière générale. Et dernier organisme, le Centre de ressources de la 3e Avenue, qui est lui logé à Montréal. Ces collaborations-là, ces partenariats-là, c'est important de le souligner, ils ont été possibles et ils ont pu se déployer, si on veut, grâce à des subventions, des recherches-actions qui ont été financées par des bailleurs de fonds provinciaux et fédéraux. Alors, je pense RSH, Patrimoine Canada, et aussi par nos appartenances à l'une et l'autre à des équipes de recherche ou des instituts comme l'équipe de recherche Feu Métis, Migration, Ethnicité, Intervention dans les santé et services sociaux, l'Institut interculturel au regard des communautés culturelles Sherpa et l'ODP, Observatoire des profilages racial et social. Alors, nos objectifs pour terminer cet après-midi, c'est vraiment d'essayer de vous partager comment on est venu à élaborer cette perspective interculturelle, critique et antiraciste pour mieux comprendre finalement la nécessité, comme pour toutes les approches, je crois, de les mettre à jour en fonction des contextes, en fonction des enjeux, en fonction des transformations sociales, en fonction de nos réalités contemporaines. Donc, c'est vraiment ce qu'on va essayer de vous présenter. Puis, on va aussi à travers des schémas et des outils, essayer de vous faire saisir de manière très concrète comment est-ce qu'elle peut prendre forme, cette perspective-là, dans la pratique, dans nos enseignements et dans nos formations et nos recherches respectives en travail social. Bouchra, je te laisse donc continuer pour la suite. Merci. Donc, en guise de préambule et d'éléments de contexte, vous voyez à l'écran là quelques outils qui ont été développés au Québec et qui illustrent vraiment l'évolution là en images, si on peut dire, interculturelle. Dans le temps, on dit souvent qu'une image vaut 1000 mots, donc c'est assez représentatif. Si on regarde au niveau de l'image à gauche, un premier ouvrage phare vraiment qui a été publié il y a exactement donc en 2000, donc il y a exactement 25 ans, et qui a été pendant des années vraiment l'ouvrage de référence pour enseigner l'intervention interculturelle en contexte québécois francophone.
si on regarde la page couverture, qui est quand même assez parlante au niveau de l'approche qui était privilégiée à ce moment-là, on voit vraiment deux personnes qui interagissent, hein, donc on est vraiment dans une interaction euh, au niveau là, de l'intervention entre deux individus, hein, et à l'autre bout du spectre, donc on a vraiment l'ouvrage qui a été publié en 2019 sous la direction de Liliane Rachedi et moi-même, où déjà la page couverture annonce une vision où on veut s'inscrire dans une analyse plus macro-systémique, une analyse macro qui va être moins sur l'interaction des individus, ben, qui va tenir compte, hein, qui va rendre compte des effets sur les interactions entre les individus, mais qui va aussi beaucoup mettre en contexte les éléments de l'environnement, des structures. Donc, on voit aussi là ce va-et-vient, ces différentes couleurs qui peuvent illustrer à la fois comment on place les gens dans des catégories, mais à la fois l'agentivité aussi des personnes qui se déplacent et qui vont pas rester figées dans ces identités qu'on va souvent les assigner. C'est vraiment un courant émergent, en fait, qui est tout à fait en cohérence avec la nouvelle génération qui œuvre en quelque sorte à diffuser des récits et des contre-récits, hein, donc rendre compte de la résilience, de la réactivité, la capacité des personnes d'agir aussi sur le regard qu'on va porter sur elles. Donc, comme on le voit au centre, donc un projet qui a été réalisé avec des enfants dans une école, donc avec le Centre de ressources des 3e Avenue, donc un organisme d'éducation populaire. Donc, un projet autour des années 2010, en collaboration avec Métis aussi, qui rend compte de ces récits, hein, qu'on parle ici de dignité, donc des enfants aussi qui parlent de leur propre expérience en lien avec leur identité, notamment comme enfants immigrants ou encore enfants racisés. Et la deuxième image au centre, donc, on voit cette fois une thèse de doctorat, donc qui rend compte aussi de l'image de récits, des paroles, comment les aînés parlent de leurs aspirations, mais avec une expérience de migration aussi. Donc, comment le regard que eux-mêmes portent sur leur expérience, qui deviennent aussi des contre-récits et qui sont quand même assez éloquents, ces récits-là, dans un contexte où on a souvent tait la voix des personnes concernées ont souvent été tues, silenciées, hein, c'est vraiment des terminologies qu'on utilise aujourd'hui pour dire, comme on le dit en travail social, que la voix des personnes concernées est souvent peu entendue, mais dans ce cas-ci, c'est non seulement qu'elle a été peu entendue, mais on se rend compte qu'elle a été silenciée, hein, donc on va y revenir plus tard dans la présentation, mais c'est pour rendre compte qu'on est à l'intersection ici à la fois des questions entre l'interculturalité dans la perspective de différentes cultures, mais on va aussi insérer le regard de la culture dans le sens de la culture d'une idéologie de la suprématie blanche aussi et comment, hein, les acteurs agissent par rapport à cet environnement-là. Quand on parle de l'évolution de l'intervention interculturelle au Québec, c'est évidemment pas détaché d'un contexte, hein, comme je viens d'en parler, d'un monde qui est en tension et qui appelle à justement revisiter l'intervention interculturelle. Et c'est justement autour de cet appel qu'on a tenu 2 journées d'études à Montréal en 2023 avec l'idée justement de faire un état des lieux et avec une analyse critique. Donc, une analyse critique on a publié les actes de cette journée d'études, donc en 2024 avec Liliane, moi-même et Ariane Lemoine en France. Donc, je passe maintenant la parole à Liliane. Je parle avec un micro fermé. Merci, Bouchra. C'est important donc de poser ces éléments de contexte-là pour voir un peu
d'où est-ce qu'on part et comment on a cheminé, en fait, on a évolué dans notre approche, comme je le disais en introduction. Maintenant, ce qu'on a décidé de faire, c'est vraiment comment dire, d'enrichir cette perspective-là en lien, en tension avec le traitement médiatique des migrations et de la culture au Québec. Vous le savez, hein, les médias, c'est le quatrième pouvoir. Il y a toute la question des fake news, des fausses informations. Là, on le voit avec Trump, la montée du fascisme aux États-Unis, mais pas que. Dans plusieurs pays, une droitisation des idées. Mais on voit que les médias traditionnels et les médias, les réseaux sociaux, sont des accompagnateurs dans la montée de la haine par rapport aux immigrants en général, aux autres en général, à la construction de l'autre en général. On peut passer à la diapo suivante. Donc, ce sur quoi on se base, qu'on a trouvé intéressant de vous montrer aujourd'hui, c'est les travaux qui ont été menés par notre collègue en sciences politiques à l'UQAM, Francis Dupuy-Derry, qui dans son ouvrage Panique à l'université, rectitude politique, woke et haute menace imaginaire, a vraiment essayé de penser ce qu'il a appelé le marché transatlantique des idées, hein. Il y a un clin d'œil, là on le voit au commerce transatlantique là, des esclaves, des personnes esclavagisées. Alors, ce que nous dit Francis Dupuy-Derry, il nous dit que pour chaque continent et pays, puis là-dedans j'inclus la province du Québec, on a comme des thématiques qui vont revenir en force et qui vont d'un pays à l'autre jusqu'au Québec, des thématiques qui vont être poussées par des personnes poteaux, en fait, des personnes qui vont être un peu des vectrices, des porteuses des polémiques. On a par exemple, vous le savez, et en France et au Québec, Mathieu Bock-Côté. On a aussi le chroniqueur Richard Martineau. On a Christian Rioux du Devoir, etc., etc. Donc on voit les flèches qu'elles montrent, c'est comment finalement, d'un continent à l'autre, on va se relayer pour faire spinner une idée, la pousser, et cette idée-là va envahir l'espace médiatique et va donner l'impression finalement que c'est vraiment quelque chose qui est en train d'envahir les sociétés. C'est vraiment des enjeux qui sont fondamentaux et sur lesquels il faut s'arrêter, et des enjeux finalement pardon, qui font scandale et qui font des polémiques et les choux gras des chroniqueurs. Alors ça, c'est intéressant de voir finalement le système, comment ce système-là est tenu et nourri par des personnes clés. Autre élément intéressant, on l'a tiré de l'émission de Marie-Louise Arsenault dans les médias, puis la schématisation, elle a été faite, c'est important de le dire, par une étudiante, Alice Laferrière, qui est étudiante à la maîtrise à l'école de travail social. Dans l'émission, dans les médias, les professionnels, ils ont regardé qui étaient les leaders d'opinion au Québec, et vous voyez, on a d'abord 5 hommes blancs d'un certain âge. Ceux qui sont du Québec, vous connaissez Mario Dumont, Richard Martineau, Patrick Lagacé, Mathieu Bock-Côté et Paul Larcan. Et à partir de ces personnes-là, finalement, ce qu'on est allé voir, c'est quels espaces ils occupent et quelles thématiques ils abordent. Alors, on voit qu'ils sont dans plusieurs espaces. Ils sont à la fois dans la presse écrite, mais ils sont aussi dans les réseaux sociaux, puis ils sont aussi à la télé et à la radio. Donc, beaucoup d'heures, finalement, de tribunes. Et c'est des gens qui ont du pouvoir, hein, qui ont une tribune, donc leur parole porte. Et les sujets, en l'occurrence, si on pense à Richard Martineau ou Mathieu Bock-Côté, c'est beaucoup autour religion, islam, musulman, laïcité, wokisme, racisme anti-blanc, ce genre de sujet qui va faire couler l'encre, mais aussi occuper les chroniques à la radio. Alors c'est intéressant, c'est ça, de voir comment, c'est un système finalement, hein, cette circulation des idées, et comment les médias peuvent devenir des partenaires de ce système-là et comment ils peuvent faire circuler la haine de l'autre. On peut continuer sur la prochaine diapo, Bouchra. Donc, ce qu'on avait déjà commencé à élaborer avec Bouchra et puis feu Ghislaine Roy, qui est décédée maintenant, mais dans la version 2019 du livre Intervention interculturelle, on a gardé son nom. On a documenté le fil qu'on a appelé de la médiatisation en l'expliquant comme vous le voyez à l'écran. Dans le fond, c'est un fil qui consiste à poser un regard déterministe et fabriqué à partir des informations qui sont véhiculées dans les médias traditionnels, mais pas que. Il y a aussi les réseaux sociaux.
au sujet des immigrants en général, des personnes racisées, autochtones et des phénomènes de racisme. Ce filtre, en fait, c'est comme une paire de lunettes, hein, c'est vraiment des œillères qui vont venir biaiser nos représentations et notre opinion sur un sujet. Et ce filtre-là, les travailleurs sociaux, les intervenants et les intervenantes sont aussi pris avec ce filtre-là. On n'est pas, il n'y a personne qui est, comment dire, qui échappe à ce filtre-là, hein. On baigne dans l'univers médiatique qu'on a même au Québec, donc on est aussi biaisé par ces visions-là et ces représentations-là. Donc, ce filtre de la médiatisation, il fait partie vraiment des mécanismes et des processus qui vont permettre de diffuser des préjugés à la base de la haine et du racisme au Québec. On peut continuer sur la prochaine Bouchra, puis c'est à moi encore, hein, je pense, Bouchra. Oui. Oui. Donc, avec l'organisme que j'ai nommé en préambule, en introduction, Rencontre interculturelle des familles de l'Estrie, qui ont eu un financement de Patrimoine Canada, on a regardé à l'intérieur, je pense que la période c'était de janvier à mars, dans les médias écrits, la presse, le Journal de Montréal, Le Devoir, comment est-ce qu'on traitait de la question du racisme et des discriminations dans les médias. On a vraiment mis en place une sorte de vigile. Et ce qu'on a vu là dans les thèmes et les contextes dans lesquels étaient abordées ces thématiques-là, on a vu vraiment, on a essayé de dégager finalement des événements qui revenaient ou des thématiques qui étaient récurrentes dans ces médias-là, pardon. Alors par exemple, on a les fameux seuils d'immigration, hein, sur lesquels le gouvernement revient assez régulièrement. On va parler de capacité d'accueil, on va parler de politique d'intégration nationale. Il y a toute la polémique de l'école Bedford et des enquêtes sur la laïcité aussi, qui a fait beaucoup, beaucoup de millage dans les médias, notamment le Journal de Montréal. La commission sur la laïcité, les incidents racistes. On va parler de crise de l'immigration, de crise du logement. On parle évidemment de politique d'immigration. On va parler de l'immigration comme un fardeau social. On parle des immigrants temporaires, des demandeurs d'asile, des immigrants irréguliers de manière un peu indifférenciée. C'est très confus. On va parler des frontières, des expulsions, des enjeux d'insécurité, le scandale également dont vous avez entendu parler probablement de Haroun Bouazi, hein, ce qu'il a dit par rapport au racisme, la question du racisme anti-blanc, les enjeux d'équité, diversité et d'inclusion et de l'islam. Alors là, on est rendu avec ce projet-ci à identifier les thématiques, puisqu'on essaie de voir, c'est les contextes dans lesquels ils apparaissent. On est en train de travailler là-dessus, donc je ne peux pas vous donner de scoop, mais ce que je peux dire, c'est que ce qui se passe, c'est souvent quand il y a un scandale dont le gouvernement va être à l'origine. On peut parler par exemple de Northvolt. Pour essayer de faire un contre-feu à ce scandale, on va essayer d'épingler des incidents qui sont liés à l'immigration, le racisme, de manière générale. Donc, on les épingle, ces incidents-là, puis on fait du millage là-dessus, quitte à aboutir sur une loi. C'est ce qu'on voit se dessiner pour le moment. Et bien évidemment, il faudrait raffiner et préciser, mais c'est pas mal l'acronyme, ce qu'on a appelé l'acronyme SIL, scandale, incident qu'on va amplifier, puis on règle les enjeux de société à coup de loi dans ce gouvernement. Je vais laisser maintenant la parole à Bouchra, toujours autour de cette recension et cette vigile de l'organisme Rencontre interculturelle des familles de l'Estrie. Merci Liliane. Donc, tout le traitement entourant ces événements et leur contexte, comme l'a bien expliqué Liliane, ont évidemment des impacts, hein, sur les personnes, à la fois sur les personnes racisées, donc les personnes qui vivent du racisme de toutes sortes au quotidien, mais à la fois aussi sur les personnes non racisées, donc les personnes dites comme appartenant au groupe majoritaire. Donc, si on regarde au niveau des médias, hein, pour prendre cet exemple-là, en continuant sur la revue médiatique qui a été faite par le RIF, donc, ce qui a été recensé, c'est que pour les personnes lectrices racisées, on parle de phénomène que vous connaissez évidemment, donc toute la déshumanisation entourant ces individus, hein, qui sont traités finalement quasiment comme des personnes sans savoir-vivre, justement, ayant des cultures qui ne sont pas adaptées à nos réalités ou qui vont venir encore menacer la culture de la société d'accueil. Donc,
toute cette déshumanisation il y a tout un spectre par rapport aux effets, mais on parle de déshumanisation jusqu'à l'invalidation de la parole de ces personnes-là. Donc, encore, quand on disait que donner la parole aux personnes concernées, non seulement il faut la donner, mais il faut aussi l'entendre et ne pas déformer, invalider justement cette parole-là. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui est vécu comme expérience par les personnes racisées au regard du traitement médiatique qui est fait des différents événements et contextes. Donc, finalement, un racisme qui est banalisé et qui a pour effet de justement susciter une certaine colère, un sentiment d'isolement, un repli, une impression de ne pas être compris ou de pas que ça ne vaut pas la peine, un sentiment d'impuissance, que ça ne vaut pas la peine de s'exprimer ou au contraire, à l'autre bout du spectre, des gens qui vont être en colère et qui vont se mobiliser pour s'exprimer, mais on va avoir encore une fois une reprise de ces sentiments, de ces expressions de la colère, de cette mobilisation par les personnes. Donc, grosso modo, ce qu'on voit, c'est en fait un effacement des expériences qui sont vécues par les personnes immigrantes et racisées en termes de racisme, une négation, une non-reconnaissance du racisme. Je pense que vous ne serez pas surprise si je vous dis qu'on ne reconnaît pas encore le racisme systémique au Québec, donc il n'existe pas une négation de celui-ci. Du côté des lecteurs non racisés, bien évidemment, le traitement médiatique vient exacerber les fausses croyances, donc ça vient aussi exacerber tout ce clivage entre eux et nous, la peur de l'autre, donc vraiment un sentiment qui fait en sorte que on va se mettre sur la défensive parce qu'il y a un sentiment de menace et surtout un besoin d'agir de manière urgente, comme l'explique Liliane avec par exemple un tas de lois qui vont être adoptées pour protéger l'identité, la sécurité, etc. Donc, une polarisation vraiment au niveau des attitudes, des réactions face à la défense de ces personnes-là par rapport à la dénonciation du racisme, par exemple. Donc, comme effet, plus généralement, une exacerbation du racisme et de la haine de l'autre. Donc, une espèce de cercle vicieux. Quand on parle on vient de parler des effets des médias sur le racisme, et on a souvent la tendance à mettre les médias ont le dos large. On dit souvent les médias, qu'est-ce qu'ils font, etc. Mais les médias ne sont pas les seuls acteurs. C'est important de le rappeler. Puis c'est important de rappeler aussi que le travail social aussi a été et peut être encore un acteur du racisme. Cette prise de conscience et la reconnaissance de cet état de fait, d'ailleurs, telles que les nouvelles normes d'agrément pour la formation au travail social exigent notamment que les étudiants apprennent entre autres comment le travail social a participé et peut participer encore au racisme et au colonialisme, que ce soit au niveau des pratiques, des politiques, de la recherche ou encore de la formation. Donc, on voit vraiment qu'il y a un tournant qui est porteur d'espoir. Tout cela étant dit, les connaissances, l'état des connaissances actuelles et les outils pédagogiques qui sont nécessaires pour permettre aux étudiants de faire ces prises de conscience, ces apprentissages, restent à développer. Et c'est d'autant plus nécessaire dans le contexte qu'on vient de vous présenter, Liliane et moi. À toi, Liliane. Merci Bouchra. Donc, on en vient graduellement finalement à notre définition, la définition qu'on vous propose de l'approche interculturelle critique, compte tenu de tout ce qu'on a dit, de tous les éléments de contexte, de ce quatrième pouvoir que sont les médias, du tournant que la CFTS est en train de prendre dans les écoles. L'approche interculturelle critique telle qu'on la conçoit, d'abord et en premier lieu, il s'agit de reconnaître le racisme et le fait qu'aujourd'hui on assiste vraiment à son exacerbation. Non seulement il existe, mais il est amplifié. On parle de haine, maintenant, on parle de fascisme aussi dans certains pays, de gouvernements fascistes. Donc ça, c'est la première étape de notre approche interculturelle dite critique. L'approche interculturelle critique dit que c'est très intéressant, très pertinent de développer les notions et les compétences interculturelles chez nos futurs étudiants, chez les praticiens, mais c'est
c'est pas suffisant de rester que sur les échanges, le dialogue, ces compétences et ces rapprochements interculturels. C'est une base intéressante. Il faut pas faire table rase, mais on doit aller beaucoup plus loin. On doit prendre en compte toutes les dimensions macro-sociales qui sont aussi intégrées dans la relation interculturelle et dans l'espace clinique. On doit considérer donc tous les acteurs du système d'oppression et nous, travailleuses et travailleurs sociaux, on en fait partie, les enseignants, enseignantes, on en fait partie, les directions, les cadres, les universités, les écoles, on fait partie de ces acteurs du système d'oppression. L'approche interculturelle critique aussi est un partenaire et soutient les changements structurels et systémiques. Donc on dit il faut agir pardon, sur les rapprochements interculturels, oui, les échanges interculturels, il faut dialoguer. On y croit encore à ce dialogue-là, pardon, évidemment. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il faut aussi faire les changements structurels et plus systémiques. Et finalement, l'approche interculturelle critique, évidemment, de manière transversale et constante, table sur une réflexivité constante au sujet des inégalités sociales qui sont toujours au cœur de l'espace clinique. Et cette réflexivité-là, elle est toujours à revisiter. C'est pas acquis et terminé, vous le savez. Là, vous enseignez, vous pratiquez tous, où vous pratiquez et où vous pratiquez tous et toutes. Donc, cette réflexibilité-là, elle est constante et l'idée de la positionnalité et de se situer, en français, on dirait davantage se situer, ça fait partie de ces conditions-là pour développer une approche interculturelle critique. On peut passer à la diapo suivante. Je pense que c'est moi. Alors, allons-y maintenant avec un aperçu d'une formation en cours et de quelques outils pédagogiques qu'on a développés justement en continuité, en cohérence avec cette approche interculturelle critique. Donc, d'abord, on peut citer la formation qui est offerte aux membres de l'Ordre des travailleurs sociaux du Québec, donc une formation qui s'intitule Intervenir en contexte interculturel en travail social pour soutenir une posture professionnelle réflexive, critique, antiraciste et anti-oppressive. Donc, il s'agit d'un exemple quand même très éloquent du courant antiraciste qui est en émergence en travail social. D'ailleurs, il faut le souligner, c'est la première fois qu'une telle formation est inscrite au tableau de l'ordre, d'une part, mais d'autre part, c'est aussi la première fois qu'on a une formation qui est offerte par deux femmes, professeurs immigrantes et racistes. Donc, on voit ici vraiment aussi comment les connaissances qui ont été jadis associées à le groupe blanc, comment maintenant les personnes racisées sont aussi, commencent à être reconnues davantage comme des personnes qui participent aussi à la construction des savoirs et des savoirs qui sont de plus en plus reconnus, notamment en inscrivant cette formation au tableau des ordres, de l'ordre, pardon. À ton tour, Liliane. Donc, première formation sur ce sujet-là. Puis là encore, on propose encore un détour. Encore une fois, c'est important pour nous de dire qu'on ne fait pas de table rase de l'approche interculturelle telle qu'elle a été développée de manière plus traditionnelle et conventionnelle au Québec. On va vous repartager des métaphores, des analogies qu'on a beaucoup, et Bouchard compris et moi, utilisées quand on parle de l'approche interculturelle. Là, vous les avez à l'écran. La première, c'est l'iceberg, le fameux postulat où on disait la culture, c'est comme un iceberg. On voit la partie qui est visible, ce qu'on voit dans nos interactions, dans nos bureaux, quand on va chez les familles, tout ce qui est visible de première vue. Et il y a toutes les sections qui sont plus invisibles, plus cachées, qu'il faut aller creuser à travers une grille de questions, une grille d'évaluation qui nous permet de faire l'évaluation du fonctionnement social. Là, on disait la culture, quand on a affaire à des personnes qui sont de cultures différentes, c'est un peu ce qu'il faut aller chercher. Ce qu'il y a en dessous, c'est la partie qui est immergée et qu'il faut davantage connaître, qu'il faut davantage documenter. Alors oui, la culture comme un
l'iceberg, mais je suis pas on n'est pas les seuls à le dire. Il y avait déjà Yvan Leanza dans la revue Alterstis qui disait que, en fait, c'était plus valable cette analogie-là. C'est plus valable parce que la façon dont est présentée l'approche interculturelle, encore une fois, c'était vraiment une analogie phare hein, dans l'enseignement de l'approche interculturelle. Cette analogie-là, d'abord, elle rend compte de rien du tout de dynamique. Là, on a l'impression que c'est figé. Alors qu'on le sait, la culture, c'est quelque chose qui est dynamique et qui change avec la migration et qui va venir se frotter à la culture majoritaire, que les enfants nés sur le territoire vont être héritiers parfois d'une double culture, etc., etc. Cette image-là, ce visuel-là ne rend pas compte de cette dynamique-là, puis on a l'impression que c'est complètement extrait des individus, que c'est un peu désincarné. Alors, cette image-là, elle a vraiment ses limites, puis il ne faut pas perdre de vue qu'on est vraiment dans un contexte de crise climatique et on est aussi donc dans l'idée que les glaciers fondent, donc il faut aussi faire fondre cette analogie-là. Donc, premier pilier métaphorique qu'on utilisait dans l'approche interculturelle qu'il faut revisiter. Deuxième repère phare et pilier, c'est le fameux arbre des compétences interculturelles. Cet arbre-là, il est intéressant parce que c'est encore une fois une image qui a été utilisée à l'échelle européenne. Hein. C'est une image qui met davantage dans le visuel, nous donne davantage l'idée que c'est beaucoup plus complexe qu'un simple iceberg. On voit dans les racines de cet arbre qu'il y a la culture et la communication. On reste quand même dans quelque chose de très échange interculturel, très dialogue. Encore une fois, c'est important. On va parler d'harmonie, on va parler de compétences interculturelles. Évidemment, c'est l'arbre des compétences interculturelles. Chacune des feuilles va représenter une compétence à développer. Ce qui est intéressant avec ce schéma-là, qu'on n'a pas dans le premier de l'iceberg, c'est qu'on a la dimension des droits qui est intégrée. Alors ça, c'est intéressant. Mais quand même, avec cet arbre-là, on reste dans quelque chose de très, un peu angélique, je dirais. On a moins l'idée des conflits interculturels et surtout, cet arbre cache la forêt des oppressions. Hein. On n'a vraiment aucune mention autour des oppressions plus systémiques. On ne parle pas de racisme, etc., etc. Donc, on avance par rapport à l'image de l'iceberg, mais on n'est pas rendu. On a encore toute la question des rapports de pouvoir, des rapports de force qui ne sont pas intégrés dans ce visuel-là et dans cette schématisation-là. On reste encore dans quelque chose de très subjectiviste et interactionniste. On peut passer à la diapo suivante, s'il te plaît, Boucherin. Donc voilà, nous, notre proposition, on arrive avec notre fameux arbre du racisme systémique. Je ne sais pas si je l'avais dit la fois précédente, mais c'est cet arbre-là qui a été censuré par le gouvernement Legault il y a quelques années, quand on avait été mandaté avec Michel Batzelaar-Roussy pour donner une formation dans tout le réseau de la santé et des services sociaux sur le racisme, l'arbre du racisme systémique. On nous a demandé de retirer cet arbre-là, ce visuel-là, et donc la formation a été suspendue parce qu'on a refusé, Michel et moi, de retirer ce visuel-là qui explicite de façon très éloquente le racisme systémique et a l'avantage de rendre compte à travers une image, en fait, ce qu'est le racisme systémique. Alors, on va prendre le temps de s'y arrêter. Cet arbre du racisme systémique, on propose qu'il devienne un nouveau support, un nouveau pilier, un nouveau repère conceptuel pour parler des relations interculturelles en 2025 au Québec et ailleurs dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il l'intègre dans le visuel même, d'abord dans la racine, là ce que vous voyez dans le chiffre 1, c'est tout l'historique de l'esclavagisme et du colonialisme au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde, à commencer évidemment par les autochtones. Donc ce visuel-là permet vraiment de rendre compte que le racisme finalement a vraiment un enracinement puise son fond, puise son origine dans l'esclavagisme et la colonisation. Donc ça, c'est les racines. Ensuite, le tronc, excusez-moi, j'ai oublié de le dire, c'est important, le schéma tel qu'on l'a transformé avec Michel Batzelaar-Roussy, il a été repris de l'Arbre des oppressions de la COCO, qui est un organisme communautaire que vous connaissez certainement, un regroupement d'organismes communautaires. Donc on a repris cette idée originale-là et on l'a mis à notre main.
Le tronc, lui, en fait, ce qu'il évoque, c'est comment est-ce qu'on fait pour maintenir cette idéologie-là d'esclavagisme et de colonialisme. Eh bien, on le maintient justement à travers une idéologie essentiellement et des structures institutionnelles et des politiques. C'est comme ça, c'est à travers ces dispositifs-là qu'on va maintenir finalement des rapports de hiérarchisation, de supériorité à partir de la notion de race. Ils sont maintenus et ils perdurent grâce à ces dispositifs-là. Donc les idéologies, les structures institutionnelles et les politiques. Ensuite, notre numéro 3, ce sont les branches. C'est finalement les médiums, les vecteurs qui vont permettre juste que cette idéologie-là, que ces structures-là, que ces politiques-là continuent à se diffuser. Et on a en première ligne, évidemment, les médias, les institutions d'enseignement, on a aussi les ordres professionnels, dont l'ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux. Donc, ce sont vraiment là encore des dispositifs, mais qui ont la possibilité, le pouvoir de propager la bonne parole, entre guillemets. Ensuite, on a nos feuilles. Alors, les feuilles, en fait, ce sont toutes les manifestations du racisme, telles qu'on les avait documentées dans les ouvrages précédents. Je fais référence, par exemple, au mécanisme d'exclusion de René Bourque. Dans René Bourque, la façon dont elle pensait les mécanismes d'exclusion, elle parlait du rapport à la différence. Alors déjà, ça, c'est discutable. On pourrait avoir une longue conversation là-dessus, de définir les mécanismes d'exclusion par rapport à la différence. Mais toujours est-il que dans cette schématisation-là, René Bourque identifiait donc différentes palettes de différenciation, de rapport à la différence, allant du génocide jusqu'à une manifestation qui est plus des préjugés, du jugement. Dans cette représentation-là, on n'avait pas les microagressions qui sont de plus en plus documentées, on n'avait pas les crimes haineux. Là, maintenant, on a les crimes haineux, les incidents haineux dans cette représentation-là du racisme, les manifestations du racisme. On n'avait pas l'islamophobie dans les mécanismes tels qu'ils étaient développés par René Bourque. Alors, on peut les réintroduire comme ça et finalement les mettre à jour. C'est vraiment ça. Ça, c'est donc, ça fait partie des manifestations du racisme. Et l'autre chiffre, le 5, en fait, normalement, c'était supposé représenter des oiseaux. On ne les voit pas. Ça va? On ne les voit pas à l'écran, les oiseaux. On m'entend toujours? Est-ce qu'on Oui, m'entend? oui, oui, moi Ah, je OK. t'entends bien. Ok, ça va. Donc, on avait Oui, des oiseaux Liliane. qui finalement, ouais, c'est bon. On avait des oiseaux qui finalement représentaient les privilèges et les inégalités. Donc, il y en a qui vont être plus privilégiés que d'autres et il n'y a pas de privilège s'il n'y a pas d'inégalité. Donc, on profite finalement chacune à notre façon de nos privilèges. On maintient d'une certaine façon, même de manière indirecte, l'existence et la perduration de ces privilèges-là. Même comme professeur à l'université, on a toute une panoplie de privilèges également. Donc cette façon, ce visuel-là, ce qui permet de compléter qu'on n'a pas dans les deux représentations précédentes, c'est les origines de l'esclavagisme et du colonialisme, c'est toute la question des rapports d'oppression, des rapports de pouvoir, c'est les manifestations du racisme et c'est aussi tout le concept finalement des privilèges qui sont vraiment rendus visibles avec cette représentation-là. Donc l'arbre du racisme systémique, c'est vraiment un outil central pour nous dans cette approche interculturelle critique et antiraciste. On peut passer aux diapos suivantes. Alors, cette image-là de l'arbre est tout à fait aussi en cohérence avec justement le lexique de l'antiracisme qui est utilisé, hein. Donc, la perspective interculturelle critique et antiraciste mobilise justement des concepts, des théories critiques de la race et de l'intersectionnalité. Quand on parle de lexique, on fait référence entre autres à la question des injustices épistémiques. Donc, je l'ai brièvement, je l'ai nommé tout à l'heure, donc toute la question de savoir comment les gens parlent eux-mêmes de leur situation, mais comment il suffisait pas juste de donner la parole, de redonner la parole, mais encore d'inscrire et d'intégrer ces paroles-là dans les connaissances qui sont diffusées, par exemple au niveau des formations, donc de faire justice épistémique en entendant, en intégrant, en reconnaissant les connaissances qui les
savoirs qui sont développés par les personnes ayant vécu ces expériences-là ou étant des groupes racisés. On parle aussi de fragilité blanche, donc toute cette difficulté, cette réaction défensive qui fait qu'à chaque fois justement qu'on parle de racisme, on est dans des situations de tension, de sorte que la fragilité blanche devient une façon de maintenir les rapports de pouvoir, d'empêcher justement la parole, de silencier aussi ces témoignages par rapport aux microagressions, au racisme qui peut être vécu. On parle du daltonisme racial qui, bien entendu, quand on réfère au daltonisme racial, on fait référence au fait de dire, ben moi, je vois pas une personne noire ou une personne blanche ou une personne jaune. Moi, ce que je vois, c'est l'humain avant tout. Puis ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment une phrase très célèbre en travail social, donc l'humain avant tout. Donc l'humain, oui, mais en considérant aussi le fait que c'est une personne de couleur et que du fait qu'elle est une personne de couleur, elle vit des expériences de racisme. Donc de ne pas être aveugle, de reconnaître cette expérience-là. Donc parfois, en disant mais je ne vois pas la couleur, ben, on efface justement l'expérience qui peut être vécue par ces personnes-là, même si c'est de façon très bien intentionné, évidemment. Donc, on s'intéresse aux effets plus qu'à l'intention. Et à partir du moment où on déplace le curseur pour s'intéresser aux effets, ben, on est davantage disposé justement à être dans l'antiracisme. Donc, toujours, on veut dénoncer ces injustices épistémiques, on veut dénoncer ces violences qui sont vécues par les personnes racisées, on veut les visibiliser, mais surtout aussi, on veut mettre de l'avant la résilience des personnes concernées, les stratégies de résistance, les savoirs, les connaissances qu'elles ont développées face au racisme, notamment en ce qui concerne les savoirs, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est tout à fait en cohérence aussi avec cette posture en travail social qui veut reconnaître les individus comme des acteurs et qui veut aussi identifier les forces en présence. Donc, cette posture, elle fait en sorte que on ne va pas privilégier de se positionner comme des sauveurs blancs, ce qui va nous maintenir dans une position de privilège et dans des rapports de domination par rapport à l'autre, comme si c'était la personne blanche qui peut sauver l'individu racisé, mais plutôt privilégier une position antiraciste où on va refuser justement et prendre conscience du racisme, même dans la manière dont nous-mêmes on peut perpétuer le racisme et les inégalités, même si c'est de façon non intentionnelle. Donc, on arrive maintenant à la question des outils pratiques et pédagogiques. Donc, quelques exemples de la manière dont on a voulu transposer ça pour le rendre accessible aux gens, pour permettre aux gens de développer cette posture et cette perspective interculturelle, critique et antiraciste. D'abord, on peut prendre l'exemple du journal de bord qu'on utilise dans l'enseignement avec les étudiants futurs travailleurs sociaux. Donc, l'idée, c'est vraiment d'accompagner le développement d'une pratique interculturelle critique et antiraciste en adoptant une posture réflexive. Donc, que ce soit pour, par exemple, prendre conscience justement de ses propres biais. Donc, quand on disait tout à l'heure, Liliane, on n'a pas jeté, on ne fait pas table rase de l'approche interculturelle, ben, on est toujours dans cette perspective de prendre conscience de son cadre de référence, mais justement, en soulignant, en rappelant qu'on a des biais parce qu'on a été socialisé dans une société où il y avait quand même cette idéologie de la suprématie blanche. Donc, comment ces biais affectent notre pratique et nous amènent à perpétuer le racisme, même lorsque c'est de façon non intentionnelle ou encore d'autres formes de discrimination. Donc, l'idée est d'en prendre conscience, de voir comment on a pu intérioriser ces mécanismes et faire en sorte qu'il est plus difficile de s'en rendre compte et de participer à finalement un antiracisme. Donc, le journal de bord, comme autre outil, on a aussi actuellement, c'est vraiment un projet qui est en cours, donc on a mis en place un groupe qu'on appelle co-développement pour le moment, mais le groupe, l'expérimentation de ce groupe-là va nous amener peut-être à développer d'autres vocabulaires, lexiques qui sont propres, qui sont issus des savoirs des personnes concernées justement. Donc l'idée, c'est de s'approprier cette perspective interculturelle, critique et antiraciste
Le projet est financé par l'Observatoire des profilages. Il s'agit d'un groupe qui est formé de personnes intervenantes racisées. Et ça, pour nous, c'était vraiment important d'avoir un groupe formé de personnes racisées uniquement. Ben, pourquoi? Parce que dans ce projet-là, on voulait favoriser la création d'un espace sécuritaire qui permettrait de partager ces expériences comme personnes intervenantes racisées de manière à visibiliser justement les savoirs qui sont issus de ces expériences, à la fois à la jonction de son parcours comme personne racisée, mais aussi de son parcours comme personne intervenante, travailleuse sociale, etc. Donc, vraiment là, en cohérence avec l'idée de contribuer à une plus grande justice épistémique et pour visibiliser ces savoirs, on s'est dit, ben, c'est important d'avoir cet espace sécuritaire, hein, dans ce qu'on appelle communément en anglais le safe space, qui est vu ici comme une condition nécessaire pour favoriser les échanges et favoriser la co-construction d'autres savoirs en se protégeant, hein, en essayant de justement éviter d'autres expériences de micro-agressions qui peuvent être vécues dans les espaces ou les milieux de pratique mixtes et amener ces micro-agressions qui peuvent amener à une silenciation, donc finalement un repli, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, parmi les effets que ça peut avoir, ces dynamiques du racisme sur les personnes racisées, donc une invisibilisation de ces expériences et en l'occurrence, donc si on invisibilise les expériences, on invisibilise aussi les savoirs. Donc, il était important pour nous de créer ce dispositif qu'on expérimente actuellement. Et donc, les premiers résultats là sont très porteurs et intéressants. Je te laisse la parole, Liliane, pour les autres. Oui, merci Bouchra. Donc, deux outils, un outil, un dispositif intéressant. Puis, dans ce qu'on vous propose, vous allez constater qu'en fait, ce qu'on a décidé, c'est vraiment de repartir des expériences, des savoirs des premiers et premières concernés. Alors, par exemple, la vidéo qu'on a terminée, là, qui est finalisée, qui s'appelle Moi aussi, j'ai vécu du racisme à l'université, qui a été travaillée avec Caroline Fauré, une ancienne étudiante à la maîtrise de travail social à l'UQAM, qui est maintenant doctorante à l'UDM, Roméo Gongora, qui est aussi professeur à l'école comment ça s'appelle, l'école communication publique et je sais plus quoi, là, des médias, faculté des communications, et aussi Felipe Martin. On a finalisé cette vidéo-là, qui est en fait un recueil de récits de personnes qui ont vécu le racisme à l'université. Et l'idée, c'est d'utiliser ce vidéo-là, ces expériences-là, comme des déclencheurs à des conversations dans des groupes mixtes, y compris dans les espaces, dans les groupes classes. Donc ça, c'est aussi une initiative qui peut être intéressante, une initiative qui peut être mobilisée dans le cadre de cours. Un espace qui est qui est spécifique à l'école de travail social de l'UQAM. Le CLAR, c'est le comité de lutte au racisme du programme de bac de l'école de travail social. C'est un comité qui a un espace au sens propre comme au sens figuré. Il y a vraiment un local qui appartient aux membres du comité de lutte au racisme. Cet espace, il existe physiquement. Il est visible, hein, il y a vraiment le nom qui est accolé aussi à la porte du local. Et essentiellement, ce comité-là, ce qu'il fait, il va des activités de sensibilisation autour des enjeux du racisme, par exemple, pendant le mois de l'histoire des Noirs, pardon, il va y avoir des projections autour de l'histoire des Noirs, de la place des Noirs dans l'histoire du Québec, la place des femmes noires dans l'histoire du Québec, dans la théorisation. On va parler d'injustice épistémique et de blanchiment des savoirs et de comment finalement remettre sur la scène les savoirs qui ont été développés par des personnes racisées, en l'occurrence des personnes noires quand il s'agit du mois de l'histoire des Noirs. Donc on est dans une éducation un peu morale par rapport à l'antiracisme. On est dans un niveau d'éducation morale, mais on est aussi dans une éducation plus politique de l'antiracisme parce que c'est dans cet espace que il existe le Safe Space qui est financé par l'Observatoire des profilages. Ce Safe Space est composé, animé, mis en place par, pour et avec des personnes du programme de bac qui sont racisées.
un comité, un safe space, pardon, très populaire et dans lequel émergent vraiment des idées par rapport aux enjeux du racisme dans le programme de bac. On pense par exemple à des actions et des choses très concrètes autour de ces expériences-là, quand les étudiants sont la cible ou témoins du racisme, qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre de l'école de travail social, à qui s'adresser, comment est-ce qu'on peut porter plainte, comment est-ce qu'on peut faire pour obtenir réparation, pour être entendu, etc., etc. Donc, on est à la fois dans l'éducation morale par rapport à l'antiracisme, mais on est aussi dans une éducation plus politique. Donc, ce qui me fait dire aujourd'hui que ce comité de lutte au racisme du programme de bac de l'UQAM est vraiment, en fait, c'est le safe space, c'est EST, le CLAR est en fait par excellence le safe space, l'espace vraiment, euh, l'espace approprié pour parler et témoigner des enjeux du racisme à l'école. On est en 2025, donc ce dispositif, ce groupe-là, ce comité-là est possible depuis un an. Puis peut-être Sylvie, tu pourras en parler, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a vraiment eu tout un historique avant qu'on puisse introduire le thème de racisme dans le cadre de l'école de travail social. On parlait davantage avant d'interculturalité au sens large. Alors ça, c'est un espace qui pourrait être reproduit aussi dans d'autres écoles, vraiment. Et nous, on a eu l'idée de le mettre en place au bac parce qu'on avait fait une consultation avec d'autres écoles de travail social au Québec, UDM, Université McGill et puis à Ottawa. L'Université d'Ottawa, on avait aussi, donc consulté ce qui était mis en place ailleurs finalement pour voir qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place dans le cadre de l'école. Et enfin, bah, pas perdre de vue, on les utilise dans nos cours. Tous les romans d'autofiction qui sont produits par des personnes racisées au Québec, il y en a de plus en plus, il y en a énormément. Et ça peut être donc au niveau pédagogique des outils très intéressants pour parler d'abord du racisme, mais surtout être au plus près des expériences vécues par les personnes, parce que la recherche, c'est toujours un matériel qui est un peu secondaire, c'est-à-dire qu'on va aller faire des entrevues, puis après ça, on écrit sur ces entrevues, sur ce que les personnes ont dit, tandis que là, on a accès au matériel brut à partir des personnes concernées, à partir de leurs expériences émotives aussi, on est plus dans le registre de l'émotif, et ça peut être très, très intéressant d'aller mobiliser ces romans-là de personnes autrices racisées et québécoises au Québec. Et donc, il y en a de plus en plus. Donc, l'idée, en fait, avec tous ces pratiques et ces pédagogies, ce qui nous semble fondamental, c'est vraiment de travailler l'inconfort et la posture tout le long de nos enseignements et même pendant nos formations, notamment celles qu'on donne à l'ordre. On est toujours avec Bouchra dans cette préoccupation d'ouvrir sur l'inconfort, c'est normal, puis de parler de la posture. On va Hmm. terminer avec la prochaine diapo. Vas-y, Bouchra. Ouais, vraiment, en fait, on termine avec ces questions-là, des propositions pour ben, d'abord discuter, mais aussi on est curieuse d'entendre vos questions, vos réactions par rapport à la présentation. Donc, d'abord, la première image que vous voyez, c'est vraiment une activité qu'on a utilisée lors des 2 journées d'études là sur les journées d'études sur l'intervention interculturelle là, quand on voulait faire un état des lieux et des enjeux aussi pour le vivre ensemble. Donc, on a demandé à la fin de la journée aux gens, ben, un mot, comment vous ressortez, qu'est-ce que vous retenez de cette journée-là. Donc, on a vraiment cette mosaïque de mots que j'utilise d'ailleurs comme fond d'écran parce que je trouve que ça continue aussi à nous inspirer au niveau du développement des pratiques novatrices. Et on en a besoin considérant, comme Eliane le dit, qu'on parle de sujets qui suscitent un inconfort, on parle de sujets sensibles, mais des sujets qu'on doit aborder. Donc, on se demandait, vous, est-ce que par rapport à ce qu'on a partagé, il y a des dénominateurs communs? Comment ça résonne avec vos propres contextes et pratiques? Bon, nous, on a présenté à la IFRIS, donc on disait dans vos pays respectifs, mais vous, dans vos organisations, dans vos universités, etc., comment ça se traduit les savoirs des personnes immigrantes et ou racisées? On a beaucoup parlé d'injustice épistémique. Est-ce que c'est une
réflexion qui a eu lieu dans vos milieux au niveau de l'enseignement ou encore de la pratique et quels sont les outils que vous utilisez ou peut-être qui vous inspirent dans la présentation qu'on a fait aujourd'hui et dans vos théorisations au niveau de l'interculturalité. Voilà. Donc, je vais les laisser en fond d'écran. Je ne sais pas si on cesse le partage pour l'échange. Comment vous voulez qu'on procède? Ben, voilà, merci.